L'objet qui va nous occuper ou qui va m'occuper ce matin porte sur la querelle de l'exemplarisme entre Lévinas et Derrida. Pour quelle raison? La question qui s'ouvre pour moi est la suivante: que faire de l'être juif en philosophie? Si cette question est fondamentale pour comprendre l'œuvre de Lévinas et de Derrida, et par conséquent aussi notre propre situation, ce n'est pas parce qu'il a échu à l'un comme à l'autre, et comme par hasard, d'être juif, mais parce que l'un et l'autre, chacun à sa manière, ont fait du judaïsme quelque chose comme le cœur de leur philosophie. Lévinas, en opposant aux Grecs, dimension de l'ontologie et de l'allergie à autrui, l'hébreu, par lequel s'énonce l'éthique, et Derrida de façon moins appuyée, mais non moins continue, et à la fin de façon plus ou moins assumée, en faisant le centre obscur de son travail. Dans un cas comme dans l'autre, l'être juif affecte le philosophé lui-même. Il n'est pas une détermination empirique, contingente ou accidentelle, mais bien le cœur de ce dont la philosophie doit s'emparer et qui, définitivement, l'affole. On doit pourtant constater que l'un et l'autre tiennent des positions exactement inverses, de prime abord du moins, relativement à la vie juive. D'abord d'un point de vue biographique, Lévinas aura occupé dans l'organisation de la vie juive institutionnelle en France une position de plus en plus considérable. Directeur d'une école de l'Alliance israélite universelle, cofondateur des colloques des intellectuels juifs de langue française, contributeur de nombreuses revues juives, jusqu'à devenir progressivement la figure exemplaire du philosophe juif du deuxième XXe siècle. De son côté, Derrida aura gardé relativement aux institutions communautaires juives, aux rites de la vie juive, etc., une réserve et un quant à soi bien proche d'une certaine forme d'hostilité. Je cite ce texte qui m'inspirera beaucoup et qui avait été d'ailleurs sollicité par Joseph Cohen et Raphaël Zagurioli, qui s'appelle Abraham l'autre et que vous trouvez dans Judéité, question pour Jacques Derrida, et qui a été repris dans Le dernier des Juifs. Je cite Derrida: « La souffrance de jeunes juifs persécutés a sans doute tué en moi une confiance élémentaire en toute communauté, en toute grégarité fusionnelle de quelque nature qu'elle soit. Non seulement donc une hostilité à la communauté antisémite, mais aussi bien et d'abord une forme d'hostilité à la solidarité qu'il appelle réactive, aussi fusionnelle et parfois non moins grégaire de ce qui constituait mon entourage juif. » Jamais Lévinas n'aurait pu écrire cela, c'est presque exactement le contraire que Lévinas aurait écrit. Du point de vue théologico-politique maintenant, Lévinas aura fait sienne une vue contre laquelle Derrida s'est toujours battu et qui va faire l'objet de ce présent travail. Ce que Derrida appelle l'exemplarisme, position consistant à faire de l'être juif la condition exemplaire de l'essence de l'homme. On connaît le congé qu'on donnait à Derrida à la thèse de l'exemplarisme juif. Je cite Derrida, toujours ce texte. « Chaque fois que j'ai eu à traiter sérieusement dans l'histoire de la philosophie ou de l'ontothéologie, par exemple chez Nietzsche, Heidegger ou Lévinas, chez tant d'autres aussi, ce thème d'une culpabilisation ou d'une incrimination originaire, d'une culpabilité ou d'une responsabilité, je voyais revenir du fond sans fond de la mémoire cette expérience de l'assignation dissymétrique de l'être juif, immédiatement couplée avec ce qui est devenu pour moi l'immense ressource et la plus suspecte, la plus problématique, celle devant laquelle quiconque, et donc le juif parmi d'autres, je n'ose pas dire le juif par excellence, doit rester vigilant sur ses gardes, justement, dit-il, la ressource rusée de l'exemplarisme. Fin de citation. Et Derrida ajoute: cet exemplarisme est une redoutable tentation à laquelle beaucoup ont cédé, y compris Chelal. Alors, en quoi consiste exactement l'exemplarisme? Sera dite exemplariste la thèse qui confère à une entité, quelle qu'elle soit, valeur de modèle, de patron, pour des copies à valeur ontologique moindre ou dégradée. Ainsi, on parlera de l'exemplarisme platonicien si l'on envisage les idées comme les modèles des choses sensibles qui n'en sont que les doubles dégradés. Mais exemplariste sera aussi la thèse pour laquelle telle ou telle entité devra servir d'exemple, d'idéal, d'horizon d'infini perfectionnement pour des réalités moindrement achevées. Bien que proches, ces deux acceptions ne se recouvrent pas tout à fait. Dans la première, l'exemplaire est un archétype. Dans la seconde, l'exemplum est un idéal. L'un n'implique nullement l'autre, et il aura par exemple fallu un coup de force de Kant pour que les idées platoniciennes deviennent des idées régulatrices. De l'exemplarisme, Derrida donne une définition qui conjoint les deux sens.
Et il la formalise très exactement à la page 86-87 du volume Le Dernier des Juifs. Ici, dit-il, l'exemplarisme consisterait à reconnaître ou à prétendre identifier chez ce qu'on appelle le juif la figure exemplaire d'une structure universelle du vivant humain, à savoir cet être originalement endetté, responsable, coupable. Comme si l'élection ou la contre-élection consistait à avoir été choisi comme gardien d'une vérité, d'une loi, d'une essence, en vérité ici, d'une responsabilité universelle. On voit donc se mêler les deux sens de l'exemplaire, à la fois modèle initial et exemple à suivre. Pourtant, autant Lévinas aura illustré une certaine forme d'exemplarisme, suivant Derrida, autant il aura toujours refusé d'identifier judaïsme et philosophie. Distinction des maisons d'édition entre les textes confessionnels, édition de minuit surtout, les textes philosophiques, Naïouf, Vrin, Fata Morgana, ancrage réaffirmé dans la phénoménologie, etc. La contre, Derrida reconnaîtra de plus en plus sa confrontation avec sa judéité comme le lieu matriciel de sa pensée. Je reviendrai sur ces déclarations qui sont de sa part extrêmement fortes, le noyau auquel il sera toujours revenu parce qu'en fait, il en sera toujours parti. Ici, on pourra dire que Derrida est presque plus juif que Lévinas. Une question, du moins, se presse devant cette triple opposition. Comment comprendre, chez l'un et chez l'autre, le rapport inverse entre l'exemplarisme et la centralité de la condition juive? Car à l'évidence, nous sommes devant un paradoxe. Le refus de l'exemplarisme chez Derrida n'aurait-il pas dû compromettre chez lui la centralité de l'être juif comme fond de son travail philosophique? Et chez Lévinas, l'exemplarité juive assumée n'aurait-elle pas dû mettre le judaïsme au cœur du système, ce qui n'est effectivement pas le cas dans l'entreprise de Lévinas? Tout fonctionne comme si celui des deux qui assumait l'exemplarisme ne faisait pas de l'être juif le cœur de son œuvre, et vice-versa. C'est ce paradoxe que je voudrais comprendre et déployer afin de mesurer l'effet de la thèse de l'exemplarisme sur la situation de l'être juif en philosophie. Premier moment, je voudrais insister sur l'exemplarisme lévinassien. À n'en pas douter, le judaïsme est vécu par Lévinas comme une condition doublement exemplaire. Exemplaire au sens d'archétype, exemplaire au sens d'idéal. Ces deux sens ouvrent sur la double exemplarité du juif. Ce que j'appellerais une exemplarité éthique, quand le juif est archétype, et une exemplarité politique, quand Israël est modèle. Qu'en est-il du premier point, l'exemplarité éthique? Dans l'expérience de la captivité, Lévinas condensera toute l'essence dans 3 textes qui seront donnés après-guerre et que Rodolphe Calin et Catherine Chalier ont publiés dans le premier volume des œuvres. À les étudier, j'avais, il y a quelques années, émis une thèse que le juif de captivité devient le schéma émotionnel de la condition humaine. Autrement dit, que l'analyse de l'être juif préfigure dès la guerre les grands développements à venir, y compris jusqu'à autrement qu'être. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire d'une part que la captivité du juif, ou le juif captif, permet d'isoler comme par réduction l'essence du juif. Le juif est, par essence, captif, d'une captivité, si je puis dire, ontologique, irréductible à telle ou telle captivité empiriquement ou historiquement donnée, d'une captivité plus profonde, même si elle peut être historiquement révélée par des captivités empiriques ou historiques. Deuxième temps, la réduction du juif au captif se poursuit par une réduction du captif à l'homme comme tel, en sorte que l'homme, tout homme, doit être interprété tout entier comme captif à partir de l'être même du juif, c'est-à-dire de l'être toujours intrinsèquement captif. C'est cela le statut exemplaire de l'être juif qui revêt dans ces textes de la guerre une portée doublement polémique, car grâce à l'être juif exemplaire, la phénoménologie de Lévinas pourra partir du juif et non plus du Dasein ni du chrétien. Ce point est fondamental. Je voudrais citer à propos du Dasein une déclaration décisive d'un des carnets de captivité: partir du Dasein ou partir du J. J. Alors on a dit judaïsme, en fait non, juif. Partir du Dasein ou partir du juif. Il ne s'agit donc pas là de suggérer que le juif ne saurait être un Dasein, en fait c'est pas la question. L'enjeu, c'est de montrer que juif et Dasein
s'opposent comme deux figures exemplaires, offrant le point de départ de deux interrogations différentes. Lévinas envisage bien l'effet d'un tel changement de point de départ. Je le cite, toujours Carnet de captivité, « Un élément essentiel de ma philosophie, ce par quoi elle diffère de la philosophie de Heidegger, c'est l'importance de l'autre, Eros comme moment central. D'autre part, elle suit le rythme du juif, car à travers la paternité, etc., sentiment généreux, patriarches et leurs troupeaux, enfants, prophètes. On a comme une déduction du rythme du juif, un peu à la manière dont Heidegger se mettait en quête du sens de l'être à partir du Dasein, qui devenait l'étang sur lequel la question de l'être pouvait être lue, visible et lisible. On a deux points de départ totalement différents. La sortie du sens de l'être à partir du juif qui nous permet de lire l'essence de l'homme, d'une certaine façon, et la question de l'être qui peut être rouverte à partir de l'essence du Dasein, qui permet qu'on y voit ce qui s'y joue. C'est parce qu'elle suit donc le rythme du judaïsme que la philosophie de Lévinas permet d'accorder au phénomène de l'autre toute son importance. Lévinas va donc mener quelque chose que j'appellerais une analytique du juif, symétrique sur son plan à l'analytique du Dasein. Paternité, sentiment généreux ne seront donc plus dès lors que des caractères décrivant la condition juive, mais des traits analogues aux existentiaux du Dasein. Quand il dit paternité, sentiment généreux, il faut aller jusqu'à dire que ce sont des existentiaux, ou du moins les analogues des existentiaux du Dasein, qui sont en mesure de fournir les éléments phénoménologiques de l'analyse. La même chose se passe du point de vue chrétien. Léon Bloy, dans ses années de captivité, offre à Lévinas le modèle d'une analyse qui, prenant la vie du chrétien et les concepts bibliques comme fondement, épuise le sens de l'existence humaine. Je cite Lévinas. Au demeurant exemple de ce qu'est le christianisme dans l'interprétation de l'humanité de l'homme, tout l'homme est logé dans les catégories du catholicisme. On pourrait dire pour Heidegger, tout l'homme est logé dans les catégories du Dasein. Mais tandis, Dasein authentique ou inauthentique, mais sur fond de Dasein. Mais tandis que nous autres, nous restons à la surface de ces catégories, lui, Léon Bloy, en dégage le sens de feu et de sang, ce sens mystique et transcendant, et il loge tout ce qui est humain à ce niveau des catégories. Fin de citation. Si Lévinas concède donc à partir de la lecture de Bloy que tout l'homme est logé dans le catholicisme, ce n'est pas que le catholicisme aurait le dernier mot sur l'existence humaine, mais que la pensée de Bloy offre de l'existence humaine une interprétation à partir du catholicisme. Le catholicisme ne se contente pas de penser des concepts qui permettent de penser le chrétien, mais pense l'homme en général à partir du christianisme. Je cite encore Lévinas, « Tout en Léon Bloy répète le mystère chrétien. Chaque relation de la vie quotidienne est une messe, une Eucharistie. L'existence dans son ensemble est intégrée dans le drame divin. Quelques exemples, le sexe de la femme, tabernacle du Christ. Argent, signe de l'amitié, etc. Mais alors, le chrétien, chez Léon Bloy, constitue le point de départ analogue au Dasein, dans Sein und Zeit, et du juif pour Lévinas. Dans la citation que je donnais tout à l'heure, tout l'homme est logé dans les catégories du catholicisme, mais tandis que nous autres nous restons à la surface de ces catégories, lui, Léon Bloy, en dégage le sens de feu et de sang, ce sens mystique et transcendant, et il loge tout ce qui est humain à ce niveau des catégories, Lévinas ajoute immédiatement « même travail à entreprendre pour le juif ». Donc vous voyez bien que d'un côté il dit « partir du Dasein ou partir du juif », d'un autre côté il dit « Léon Bloy épuise l'essence humaine dans le chrétien, même travail à entreprendre pour le juif ». La symétrie est donc frappante avec la formulation antérieure qui opposait le juif au Dasein. Le juif ne s'oppose donc pas seulement au Dasein, il s'oppose aussi au chrétien. Contre ces deux figures et après elles, une analytique du juif doit permettre une interprétation de l'homme radicalement nouvelle et orientée d'après la question de l'altérité d'autrui, sinon déjà d'après celle de l'autrement qu'être. En fait, d'après celle de l'évasion, mais la chose resterait à discuter. Sur le fond, la méthode demeure la même que celle que déploient Heidegger et Léon Bloy. Il s'agira toujours de lire sur un étant exemplaire, ici le juif, les dimensions mêmes de l'humanité. Ça met en jeu une herméneutique sur laquelle je ne m'étends pas. Alors maintenant, je passe au deuxième point de cette première partie. En quel sens l'être juif peut-il être dit modèle pour l'éthique, c'est-à-dire exemplum cette fois-ci, non plus exemplar, mais exemplum? Pour répondre à cette question, il faut revenir au sens philosophique
que Lévinas donne à l'État d'Israël. Si discret et prudent que Lévinas ait été concernant l'État d'Israël, son soutien n'a jamais failli. Il a pu être critique, fermement, mais dans les pires moments, il s'est abstenu. Et dans les moments qui auraient pu lui inspirer le plus de doutes, il s'est tenu à un abstentionnisme ou à une discrétion qui suggère plus que de la bienveillance. Et pour une raison de fond, c'est que dans sa pensée, l'État d'Israël est l'État exemplaire. Sur ce point, je voudrais faire référence au texte de 1951, qui est repris dans Difficile Liberté, État d'Israël et religion d'Israël. Ce texte énonce plusieurs thèses. Il part de la conscience que la condition aboutie de l'homme aujourd'hui n'est pas le face-à-face, ni la collectivité désorganisée, mais l'État. Ça, nous le savons. Bon. C'est pourquoi il est nécessaire, pour témoigner du souci d'autrui, non plus d'en rester au face-à-face ou à la communauté organisée, c'est pas le couple amoureux ou la ZAD de l'occupation déréglée, c'est justement la nécessité de se doter d'institutions politiques indépendantes en travaillant justement pour les Juifs à n'être plus une simple minorité parmi les nations. Telle est la mission de l'État d'Israël, exemplaire parce qu'elle assume le caractère non irénique de l'éthique. L'éthique n'est pas un rêve, elle se déploie concrètement. Il n'y a pas d'éthique donc qui ne soit politique, qui n'appelle une démarche politique. Israël a donc pour fonction de témoigner de l'éthique. L'histoire de ce peuple, dit Lévinas, je le cite, ne peut traverser notre époque ni témoigner de sa vérité qu'en se donnant quelque part des institutions politiques. C'est pourquoi l'État d'Israël est aujourd'hui important à la Torah d'Israël et à sa signification pour tous les hommes. Il n'y a pas d'écart entre la Torah, la loi, supposée convenir à un peuple qui resterait nomade, et l'État. L'État est une affaire de Torah. Que signifie témoigner de l'éthique, sinon justement s'en porter garant? L'État d'Israël incarne et réalise le message biblique de renoncement à soi pour l'autre. Il faut donc retisser dans la politique le lien entre la lettre et l'esprit. Les mitzvot, les commandements bibliques, prennent sens à partir de la politique de l'État d'Israël dans la situation contemporaine. Israël annonce donc la possibilité d'une justice qui ne soit pas coupée de la transcendance. C'est ce qu'il appelle lui-même une politique monothéiste. Expression extraordinaire, politique monothéiste, qui est tout le contraire d'une théocratie. Ça n'est pas le pouvoir d'un dogme ou d'une loi révélée, c'est la soumission d'une politique d'État à des impératifs éthiques. C'est cela qu'il appelle une politique monothéiste. Israël annonce donc la possibilité d'une justice non coupée de la transcendance. Elle permet de revenir aux textes qui permettent et qui exigent que l'État d'Israël se ressource en permanence à son centre et à sa raison d'être. Sans étude en Israël, dit Lévinas, l'État d'Israël perdrait son sens, parce que c'est l'étude qui redonne cette mission du pour l'autre à l'État. Voilà donc qui n'a rien à voir avec de quelconque position politique ponctuelle. Il ne s'agit pas de commenter l'actualité, ni de renouer avec une théocratie, mais d'envisager une politique monothéiste. La politique ne peut fonder sa propre valeur sur elle-même et se couper de la transcendance sans se trahir elle-même. Cet exemplarisme imposerait-il l'exclusion de tout autre? Serait-il l'autre nom du nationalisme ou du racisme, comme on l'a parfois prétendu, et c'est parfois le cas chez des gens estimables, je citerai une déclaration de Derrida tout à l'heure, ou Souleymane Bachir Diagne aujourd'hui? Je ne crois pas. Sur le plan de l'éthique, je voudrais rappeler la déclaration qui ouvre autrement qu'être. Lévinas évoque les millions et les millions d'humains de toutes les confessions et de toutes nations, victimes de la même haine de l'autre homme, du même antisémitisme. C'est bien la preuve qu'il ne s'agit pas d'une réduction de l'humain au juif, mais d'une lecture de l'humain à partir du juif. Lévinas étend donc de la condition juive à l'humanité en général. Et ce qu'on risque de perdre, contrairement à ce que pense ici par exemple quelqu'un comme Bachir Diagne, ça n'est pas l'humanité, c'est l'identité juive. C'est bien ça qu'on risque de perdre. Quant au nationalisme, Derrida lui-même aura travaillé à soustraire Lévinas au soupçon dans certains de ses textes, notamment à Dieu. Mieux, c'est l'exemplarisme même qui permet à Lévinas l'extension des catégories bibliques à la situation éthique. Les concepts d'élection, de responsabilité, de messianisme n'ont de sens phénoménologique que par la médiation de l'exemplarité juive.
Ainsi, Lévinas sera-t-il parvenu à déployer un exemplarisme singulier qui fasse droit au caractère définitivement et inévitablement exemplaire de la condition juive sans la sortir des pesanteurs éthiques et politiques que pourrait y déceler un Derrida. Alors, à cette double thèse lévinassienne, Derrida propose deux séries d'objections, l'une adressée à l'éthique, l'autre à la politique de Lévinas. Les objections à l'éthique portent sur la nature de l'appel et de l'altérité de l'autre. Je les reprends en les systématisant. Première objection, l'appel à Lévinas pour qui l'élection est indubitable, puisque l'appel se manifeste par une intensité qui ne fait aucun doute. Derrida objecte qu'il est de la nature de l'appel d'être incertain, et par conséquent de la nature de l'élection d'être douteuse. Telle est la règle énoncée maintes fois par Derrida. Un appel digne de ce nom, un appel du nom digne de ce nom, ne doit donner lieu à aucune certitude du côté du destinataire, sans quoi ce n'est pas un appel. Telle est la situation de l'autre Abraham, qu'imagine Kafka et qu'évoque Derrida, sur lequel il réfléchit au fond, dans le dernier des Juifs. Cet autre Abraham était prêt, lui, à répondre à l'appel ou à l'épreuve de l'élection, mais il n'était pas sûr d'avoir été, lui, appelé. Lui-même et non un autre, il n'était pas sûr que c'était lui l'élu et pas un autre. Il n'est pas donc de vocation qui ne soit aux confins de l'indécidable. Ainsi s'atteste pour Derrida une phénoménologie de l'appel qui est doublement polémique et qui attaque, si je puis dire, par paliers successifs. À un premier niveau, Heidegger fait de l'appel de la conscience le lieu d'une certitude par lequel le Dasein se trouve appelé à lui-même. À un second niveau, Lévinas conserve la clarté de l'appel, mais déplace l'origine de l'appel depuis la conscience du Dasein vers autrui. Derrida parachève le déplacement dans un troisième temps, en faisant de l'appel même le lieu de l'indécidable. Il n'est d'appel qu'indécidé et indécidable. Pareille indécision n'est pas l'indécision de l'appel n'est pas l'imperfection de l'appel ou son inaccomplissement, mais dit Derrida, c'est sa structure même. Que l'appel soit indécidable ne veut pas dire qu'il est en défaut par rapport à son essence. C'est-à-dire que son essence est d'être indécidable. Il est possible, dit-il, que je n'ai pas été appelé moi, et même il n'est pas exclu qu'aucun personne n'ait jamais appelé aucun unique personne. La possibilité d'un malentendu originaire dans la destination n'est pas un mal, c'est la structure même, peut-être la vocation même de tout appel digne de ce nom, de toute dénomination, de toute réponse et de toute responsabilité. Quiconque est sûr, ajoute-t-il, comme ne l'était justement pas l'autre, le second Abraham de Kafka, quiconque croit détenir la certitude d'avoir été lui seul appelé comme le premier de la classe, transforme et corrompt la terrible et indécise expérience de la responsabilité et de l'élection en caricature dogmatique. Alors on voit très bien qu'ici la critique de l'appel, ou plutôt le concept d'appel sur lequel fonctionne Derrida, est une critique directe du concept d'élection par lequel Lévinas pense aussi bien la situation éthique que finalement la situation juive, puisque c'est sur cette situation juive que sont empruntés les concepts qui vont servir à décrire l'éthique. Si vous enfoncez un coin dans le concept d'élection et d'appel, vous enfoncez un coin dans l'appel juif, dans la vocation juive ou dans l'élection des Hébreux, comme dit Spinoza, dans le traité théologico-politique, ou bien, immédiatement aussi, dans l'éthique telle que Lévinas l'a décrit à partir de la condition juive. Non pas dans l'éthique, naturellement, mais dans l'éthique telle que Lévinas l'a décrit. Second argument contre l'exemplarisme, on sait que Derrida a opposé à Lévinas cette formule, peut-être peu traduisible, dit-il, et peut-être perverse, je le lui accorde, à savoir, tout autre est tout autre. Formule perverse, parce que tautologique en apparence, mais qui signifie que le tout autre est tout autre, donc que tout autre, quel qu'il soit et n'importe qui, est tout autre. Autrement dit que l'éthique interdit une détermination empirique, quelle qu'elle soit, juif ou autre. La responsabilité pour autrui est responsabilité pour tout autre, quel qu'il soit. La responsabilité parce qu'elle est donc intrinsèquement hyperbolique et elle aussi structurellement indécidable. C'est l'hyperbole de la responsabilité qui m'arrache à un quelconque exemplarisme juif. Donc, qu'il s'agisse de la critique de l'appel ou de la critique du tout autre et tout autre, c'est-à-dire du concept même d'altérité, Derrida ne peut pas admettre l'exemplarisme juif soutenu par Lévinas. Quant à la politique,
j'ai déjà indiqué tout à l'heure quelques déclarations, elle se heurte effectivement à une objection chez Derrida, une manière de nationalisme. Que Lévinas ait été, pour sa part, exempt de ce nationalisme, c'est ce que Derrida montre, pour une part, dans Adieu, cela n'empêche que l'exemplarisme, en son concept, est compromis. Je le cite, « La tentation exemplarisme est à l'œuvre dans tout nationalisme moderne. Le nationalisme, alors cette phrase est extraordinaire, le nationalisme n'ayant jamais consisté à revendiquer une particularité ou une différence irréductible, mais une vocation à l'exemplarité universelle, une responsabilité historiquement incarnée dans cette différence. » Il y aurait beaucoup à dire ici, puisque il y a quand même une forme de torsion sur la définition du nationalisme qui permet ce glissement de l'exemplarisme sur le nationalisme. Dès lors, Lévinas, dût-il ne pas s'en douter lui-même, en cédant à l'exemplarisme, cède, qu'il le veuille ou non, au nationalisme, et à partir du moment où vous cédez à la condition du prisonnier israélite comme schéma émotionnel de la condition humaine, le ver est dans le fruit, le nationalisme est déjà là. Ces arguments, ces trois arguments, deux contre l'éthique, un contre la politique, contre l'exemplarisme, soulèvent une objection, un soupçon. S'il n'est d'appel qu'un décidé, si tout autre est le tout autre, si même il faut toujours déjouer un nationalisme tendanciel, n'est-ce pas une manière encore d'être juif que précisément de ne l'être pas? Autrement dit, ces trois arguments ne restaureraient-ils pas une manière d'exemplarisme juif? En effet, que ces trois critiques à Lévinas restaurent une manière d'être juif, Derrida le reconnaît parfaitement. D'abord, s'il est de la nature de l'appel d'être indécidable, alors celui qui doute de son élection n'en est pas moins élu, mais il en est davantage. C'est donc en doutant de l'élection que l'élection s'accomplit. L'élection ne triomphe pas de l'indécidable, elle le déploie et l'assume. De sorte que l'élection du juif se trouve confirmée par cela même qui fait peser sur elle la menace d'une suspension, puisqu'elle consiste précisément dans cette suspension. Dès lors, l'autre Abraham est aussi élu, puisque justement, doutant de cette élection, il accomplit ce qui caractérise l'élection même. Entre l'autre Abraham et le premier Abraham, la différence est-elle si importante? Elle est de l'importance de l'hyperbole, j'y reviendrai dans un instant. D'autre part, et suivant toujours la même logique, le tout autre n'en est pas moins autre quand il déjoue les pièges de l'identité. L'altérité se trouve d'autant plus autre qu'elle ne se laisse nullement définir. Ainsi énoncer tout autre et tout autre, c'est reconnaître aussi que tout autre, est tout autre, donc que l'autre, fût-il juif, n'est pas moins autre que les autres. À ce compte, l'être juif est encore un autre, et non moins autre que tous les autres. Certes pas plus, mais alors pas moins. Ce tout autre ne peut être déterminé ni comme juif ni comme tout juif, et demeure donc au-delà de la distinction. Troisième remarque, la vocation éthique commande par elle-même non l'assignation à l'État, mais dit l'arrachement à l'État. Certes, ce n'est donc pas en s'enracinant dans le sol politique que s'énonce la réponse à l'appel d'autrui, mais précisément en s'en séparant. La responsabilité, parce qu'elle est responsabilité par tous et devant tous, est intrinsèquement nomadisme, être juif encore. Or, précisément, ce sera une thèse derridienne. Ce refus de la sédentarité, ce refus de l'attachement au sol, ce nomadisme. Il devient donc clair qu'en inversant strictement les modalités de l'élection et de l'exemplarisme lévinassien, Derrida ne prétend pas les refuser, mais finalement les rejouer ou les porter à l'emphase en les coefficientant, si je puis dire, d'une forme d'indétermination. Cette indétermination ne signifie nullement suspension de l'élection, mais manière dont s'énonce l'élection, élection dans la non-élection. Je cite, « Je me présente à la fois comme le moins juif, le juif le plus indigne, le dernier à mériter le titre de juif authentique, et en même temps, à cause de cela, en raison d'une force de rupture déracinante et universalisante avec le lieu, avec le local, le familial, le communautaire, le national, etc., celui qui joue à jouer le rôle du plus juif de tous. » C'est donc précisément pour obéir à l'être juif qu'il conviendrait de l'être moins. Moins tu te montreras juif, plus et mieux tu le seras. Cette règle est d'une portée considérable. D'abord, elle repose sur la même détermination de l'être juif que celle que Lévinas avait avancée.
Être juif revient à se mesurer à l'hyperbole de l'obligation éthique. Mais le rapprochement ne s'arrête pas là. Mais le rapprochement s'arrête là, car alors les choses s'inversent. Pour Derrida, c'est précisément parce que l'être juif commande une telle hyperbole qu'on y répond, ou qu'on tente d'y répondre, qu'en quittant l'être juif. Donc là où l'hyperbole reconduit à l'être juif chez Lévinas, elle en éloigne chez Derrida. D'où une nouvelle détermination de la condition juive, je cite, « Je joue sérieusement de plus en plus avec la figure du Maran, moins tu te montreras juif, plus et mieux tu le seras. » La figure du Maran sera celle de Derrida qui l'assumera. Moins Maran que Lévinas, c'est rigoureusement impossible. Difficile liberté est une protestation contre le maranisme. Voilà des juifs qui, après la Seconde Guerre mondiale, décident de s'assumer, de revenir à leur texte, à leur histoire, à leur état, à leur choix historique. C'est ce paradoxe qui fige la formulation par Derrida d'une loi d'apparence antinomique. L'être juif serait cette condition paradoxale parce que performativement contradictoire. On ne l'est que de ne l'être pas. Comme si le moins pouvait le plus, évidemment, cette formule reprend la formule lévinassienne de l'infini dans le même. Le même porte l'infini, c'est le moins qui porte le plus. On ne l'est que de ne l'être pas, comme si le juif dictait lui-même la voie de son accomplissement comme effacement. On n'est juif qu'à être un fin vrai Maran, comme dit Hélène Sixou. D'où encore l'injonction paradoxale du verbe garder. La phrase, l'injonction contradictoire, dit Derrida, qui aurait ainsi ordonné ma vie, elle m'aurait dit en français, garde-toi du judaïsme, ou même de la judéité, garde-temps pour en parler, garde-temps toujours un peu, garde-toi d'être juif pour te garder juif, ou pour garder le juif en toi. Prends garde au juif en toi. Qu'est-ce que cela signifie finalement, sinon que, dit-il, le parjure est l'endurance douloureuse et originaire de la fidélité. C'est le paradoxe d'une fidélité d'autant plus fidèle qu'elle est infidèle, et infidèle pour être fidèle. Comme si c'était celui qui désavoue le plus et qui semble trahir les dogmes de l'appartenance communautaire et religieuse, voire de l'appartenance au peuple, de la nation et de l'État, comme si celui-là, dit-il, représentait l'exigence dernière, la requête hyperbolique de ceux-là même qu'il semblait trahir en parjurant. Ainsi, le parjure est-il la forme même de la fidélité, trahir pour ne pas trahir, trahir sans trahir et même trahir par fidélité. Voilà pourquoi Derrida pouvait se nommer le dernier des Juifs. Alors de ce paradoxe s'ensuivent deux conséquences. D'abord, que l'être juif est cela même qui peut, ou plutôt qui doit, en vertu de sa nature même, être déconstruit. Plus il y a de juifs, moins il y a de juifs. C'est une citation. On reconnaît dans la forme même de l'énoncé l'opération de déconstruction, comme si l'être juif croît par cela même qui le fait décroître, si bien que, d'une façon ou d'une autre, il résiste à toute déconstruction et l'appelle en même temps. L'être juif est ce qui exige l'incessant renouvellement de sa critique pour se maintenir comme tel. Ici et comme souvent, et comme ailleurs, les conditions de possibilité sont conditions d'impossibilité. Deuxième conséquence, l'être juif n'apparaît plus tant comme un objet déconstructible parmi les autres, mais, et j'en reviens à la question que je posais en ouvrant cette communication, le lieu subjectif où la déconstruction s'est donnée d'abord à prouver et à éprouver. C'est pour ça que ça vient de là, chez Derrida. Quand il dit, finalement, tout s'enracine, si je puis dire, dans mon être juif, c'est pour cela. L'expérience complexe de l'être juif peut être la matrice originaire de toute déconstruction. Toute déconstruction possède de l'être juif parce qu'on l'est qu'à ne l'être pas, et c'est en ne l'étant pas qu'on l'est. C'est ce qui fait de cet être juif, donc, le lieu de naissance de la déconstruction, et c'est pourquoi toute la déconstruction ne fut en vérité qu'une exploration de l'être juif. Mais alors, cette expérience fondamentale de l'être juif ne signe-t-elle pas en fait un retour de l'exemplarisme? On peut le penser naturellement, d'abord parce qu'il ne suffit pas d'affirmer qu'on est d'autant plus juif qu'on l'est moins pour s'en trouver libéré. Au contraire même, puisque précisément en vertu de la loi du plus dans le moins, toute réduction est accroissement. Alors tout à l'heure, il nous disait tout accroissement est réduction. Je veux bien, mais dans ce cas-là, à l'inverse, toute réduction est accroissement, et par conséquent, la chose s'inverse. D'où le soupçon très lucide de la part de Derrida d'un retour de l'exemplarisme. Je me demande toujours, dit-il, si je ne dois pas me déprendre aussi d'une déplaisante complaisance narcissique et de ce qui reste d'exemplarisme qui me laisserait croire à quelque loi de l'hyperbole, à cette inversion de l'hyperbole qui à la fin pour le dernier fait du le moins un le plus, à cette hubris de la loi qui serait encore exemplairement juif.
Il s'agit bien là d'une tentation narcissique et exemplariste. Ce que Derrida qualifie au sujet de lui-même une interprétation subtile, retorsée, égocentrée de l'élection. Derrida le reconnaît encore, je ressens toujours à la fois et en même temps comme moins juif et plus juif que le juif, aussi peu juif et aussi superlativement juif que possible, plus que juif. Et il ajoute exemplairement juif, mais aussi hyperbolement juif. Exemplairement juif. Donc retour de l'exemplarisme. Mais il y a plus. Deuxième remarque, si toute déconstruction relève de la loi du plus dans le moins qui caractérise l'être juif, qui est aussi bien être autre que juif, alors la condition juive se doit doter à nouveau d'une exemplarité non moins grande, d'une exemplarité même accrue, puisque c'est l'exemplarité qui déjoue toute exemplarité. C'est cette exemplarité du plus dans le moins qui permet de déjouer les catégories de l'exemplarité lévinassienne, du juif exemplaire. D'où l'émergence chez Derrida du concept d'hyper-exemplarisme qui vise à déjouer l'exemplarisme en le rejouant. Je voudrais citer ce passage entier même s'il est un peu long. C'est que l'être juif, le « je suis juif », dont on ne peut jamais décider s'il est ou non authentique, ça c'est contre Sartre, on peut ou bien le tenir pour un cas, un exemple parmi d'autres, d'une contamination originaire de l'authentique par l'inauthentique, ou bien, inversement, considérer que l'expérience de ce qu'on appelle l'être juif, du côté du soi-disant ou du prétendu juif ou de l'autre, c'est ce qui exemplairement déconstruit cette distinction, dilapide le crédit de cette opposition avec elle et avec elle tant d'autres, en vérité toute opposition conceptuelle. L'être juif dilapide les catégories d'authentique, inauthentique, etc. Et l'être juif serait alors plus et autre chose que le simple levier stratégique et méthodologique d'une déconstruction générale, il en serait l'expérience même, sa chance, son destin, son séisme. Vous imaginez, l'être juif n'est pas simplement un levier stratégique et méthodologique d'une déconstruction générale. Déjà, derrière cette dénégation, on peut voir un aveu. Mais il ajoute, c'en serait l'expérience même, sa chance, son destin, son séisme. Donc être juif, c'est l'expérience de la déconstruction. C'est cela même. Tout à l'heure, je disais que chez Lévinas, le juif en captivité, c'est l'expérience de l'humain comme appel, etc. Maintenant, Derrida nous dit, l'être juif, c'est l'exemplaire de la déconstruction. Il en serait l'expérience hyper exemplaire. Alors là, on sent bien qu'il se voit sur une pente dangereuse, donc il porte à l'hyperbole. Il en serait l'expérience hyper exemplaire, ultimement et eschatologiquement ou perversement exemplaire, car elle mettrait en cause le crédit, ou si vous préférez la foi, que nous mettrions dans l'exemplarité même. Hyper exemplaire, plus qu'exemplaire, autre que l'exemplaire, elle menacerait du même coup, avec toutes les conséquences philosophiques et politiques que vous imaginez, sa prétendue exemplarité même. Fin de citation, je pourrais aller plus loin. Cette surenchère de l'excès, ajoute-t-il, qui se court après, qui se poursuit ou qui se persécute, je l'ai retrouvée partout, elle m'a retrouvé partout. Alors, on comprend maintenant, entre Lévinas et Derrida, où gît le litige. Pour Lévinas, l'être juif est une catégorie, en un sens analogue à celle du Dasein ou celle du chrétien. Le Dasein ou le chrétien, c'est-à-dire Heidegger ou Léon Bloy. Pour Derrida, c'est une catégorie qui interdit toute catégorie. C'est l'hypercatégorie. Et c'est l'hypercatégorie qui interdit l'herméneutique lévinassienne. Chez Derrida, l'être juif interdit toute interprétation en termes conceptuels parce qu'il ne constitue pas même en lui une catégorie. Il signifie et impose la complication de toute catégorie. Il n'ouvre donc pas sur une contre-analytique existentielle. Il déjoue le projet d'une analytique existentielle. Quand Lévinas s'interroge dans Difficile liberté sur l'identité juive, etc., il présuppose, qu'on le veuille ou non, une certaine forme de juif authentique versus juif inauthentique. Le juif qui étudie, le juif qui se ressource à ses textes, à son histoire, etc. C'est pourquoi c'est un éducateur. Il admet qu'il y ait du juif et que sur ce juif, on puisse lire quelque chose de positif. Il y a un horizon, si je puis dire, à la déconstruction. Chez Derrida, il n'y en aura pas. Précisément parce que le juif interdit cet horizon positivement affirmé à la déconstruction. Quand Lévinas parle du juif, il se donne le juif comme Heidegger se donne le Dasein, un étant capable de répondre à la question « qui ?» Mais Derrida ne peut admettre un tel noyau d'identité dans le juif. C'est pourquoi il mène une charge féroce
contre la distinction sartrienne entre authentique et inauthentique, ici juif authentique, juif inauthentique. L'authentique est toujours déjà contaminé par l'inauthentique, et l'identité est toujours déjà identification, c'est-à-dire bouger interne, instabilité. Le Maran lui-même n'est qu'une figure d'identification pour parer aux troubles de l'identité. Si le juif se dérobe, c'est qu'il n'est que ce dérobement même. Alors, on comprend, deuxième remarque pour conclure, le geste que fait Derrida. Il radicalise la position lévinassienne jusqu'à la prendre à son propre piège. À partir du moment où l'éthique lue sur le juif aura été justiciable des catégories d'élection, d'appel, alors ces catégories d'élection, d'appel et de déracinement, portées à leur excès, déjoueront le fondement exemplariste sur laquelle Lévinas les aura construites. Derrida voit l'insuffisance, si je puis dire, ou l'insuffisante radicalité du projet de Lévinas, qui consiste à avoir commencé à partir du juif, sans aller jusqu'au bout de l'entreprise. L'entreprise aurait consisté à déjouer le commencement même de l'entreprise. Si à partir du juif on peut lire l'élection, l'appel et le déracinement, alors pourquoi ne pas aller jusqu'au bout et affirmer que le plus juif sera encore celui qui le sera le moins? On comprend donc le chiasme que je décrivais en ouverture. Lévinas ne peut ne jamais parler du judaïsme dans son œuvre. Il n'en parle pas parce qu'il fait du juif un concept au fondement de son herméneutique, l'étang sur lequel il va lire. Prise dans son sol théologico-communautaire, arrachée au sol théologico-communautaire, la catégorie d'être juif pourra s'élargir et s'ouvrir à l'échelle de l'universel. Derrida, au contraire, ne peut pas déployer l'opération de déconstruction autrement qu'en reconnaissant qu'il s'agit là du déploiement d'une complication originaire, l'être juif barrant toute herméneutique telle que Lévinas ou Heidegger pouvaient en conduire, ou Léon Blois d'ailleurs. Ainsi, la déconstruction rejoue-t-elle toujours le judaïsme, elle déjoue et rejoue l'être juif. Par là, Derrida se retrouve fidèle à l'être juif, mais d'une fidélité infidèle. Il est dans la situation face à l'être juif, qui est exactement la même que celle qu'il a face à Lévinas, être le plus fidèle possible, en étant finalement infidèle, parce que portant à son hyperbole les conclusions que l'être juif ou que Lévinas lui-même auront parfois refusé de tirer. Je vous remercie.